allons échanger sur l'importance que représente l'accueil dans une structure sanitaire. Voilà. Donc, voici qu'est-ce qui nous a amené à faire le choix de ce thème. C'est surtout le fait qu'en général, les prestataires sont plutôt préoccupés sur l'aspect médical, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique, le diagnostic, les examens complémentaires, les soins et les traitements de leurs patients. Mais malheureusement, il existe un autre aspect qui est beaucoup moins évoqué et qui est même souvent négligé, c'est l'accueil du patient. Bien sûr, l'accueil représente bien sûr la façon de recevoir quelqu'un, mais aussi l'accueil représente le lieu où on reçoit le client ou le groupe. Et on se rend compte que l'accueil n'est pas très souvent de qualité. Est-ce que c'est le manque de temps qui nous amène à cela? Nous nous sommes interrogés là-dessus et nous sommes dans des structures sanitaires. Tout le monde accueille, que ce soit le premier prestataire de santé, que ce soit le gardien de la structure, que ce soit l'aide soignante. Et donc, nous réalisons que c'est une véritable dynamique d'équipe qui permet de réaliser cet accueil de qualité. On va avancer. Donc, pour suivre cette présentation, nous allons bien sûr donner une définition de l'accueil selon l'OMS. Nous allons, nous, nous allons vraiment mettre l'accent sur l'importance de cet accueil. Nous allons voir également les différentes formes d'accueil et terminer par les différentes étapes de l'accueil avant de conclure. Donc, diapo suivante. Selon l'OMS, l'accueil du patient et de son entourage est le premier soin. Sa qualité influence la relation future entre le patient et le prestataire et bien sûr tout l'établissement qui l'accueille. L'accueil est également le lien qui permet au patient de s'exprimer tout au long du séjour. Et cet accueil, la qualité de cet accueil favorise un climat de confiance. Quelle est la population concernée par l'accueil? Nous allons nous pencher sur la loi du 4 mars 2022 à la page 4 qui dit que est concerné par l'accueil tout patient capable de communiquer de façon verbale ou non verbale, mais ainsi également que sa famille avec l'accord du patient, si bien sûr il peut communiquer. Sont également concernés par l'accueil les professionnels du service concerné, c'est-à-dire nous les prestataires, les aides-soignants, les infirmiers, les étudiants que nous avons également au sein de nos structures. Nous allons avancer. Nous allons voir maintenant en détail l'importance de cet accueil, pourquoi nous mettons l'accent dessus. L'accueil représente le premier maillon de la chaîne de soins, comme l'a révélé l'OMS et comme l'OMS l'a donné également dans sa définition. Cet accueil donne le ton, donne la première impression et cet accueil facilite ou complique la suite de la relation entre le patient, le prestataire et vraiment tout l'établissement. L'accueil du patient est bien sûr la première étape du parcours d'une personne en détresse. Et une personne en détresse, mais en plus dont la santé est détériorée
au sein d'une structure sanitaire qu'en général, il ne connaît pas. Donc, cette structure représente un lieu sans repère pour le patient. C'est bien sûr une situation qui fragilise. Donc, vous comprenez que la présence du professionnel est nécessaire. Quand nous parlons du professionnel, c'est-à-dire le professionnel en accueil, raison pour laquelle nous allons vraiment parler de la qualité de cet accueil. L'accueil, dans ce cas-là, doit être bon et empathique, ce qui permet de mettre le patient et son accompagnant en confiance en le rassurant. Nous pouvons continuer. Mais il faut savoir qu'également pour le médecin, être à l'écoute du patient et de ses proches et avoir la capacité de leur apporter des réponses selon ses compétences, j'insiste bien, rassure et réconforte le patient, rassure et réconforte sa famille également, mais génère la confiance en soi-même, génère en nous, prestataires, un sens de responsabilité et un engagement envers le patient. Être capable de bien accueillir nous permet d'avoir une assez grande considération en nous-mêmes, parce que cet accueil de qualité permet d'établir un lien entre le patient et sa famille. Et bien sûr, cet accueil de qualité permet aux patients de nous faire confiance, ce qui nous-mêmes nous rassure, nous met nous-mêmes en confiance et nous fortifie dans ce que nous faisons. J'insiste sur le fait que cet accueil représente un grand sens de responsabilité du prestataire et vraiment cet accueil représente également un engagement que nous prenons envers le patient parce que dans le cas où nous l'hospitalisons, nous devons continuer à entretenir cet accueil. Nous allons continuer. Nous avons des cas particuliers. Nos cas particuliers concernent l'accueil en pédiatrie. L'accueil en pédiatrie est très important parce qu'il permet d'établir une relation de confiance avec les parents de l'enfant ou du nouveau-né qu'on nous amène. Cet accueil-là permet aux patients d'avoir, et je dirais plutôt aux parents de l'enfant, d'avoir ce sentiment de sécurité. Et bien sûr, le bon accueil crée un climat favorable pour entrer en contact avec l'enfant, parce que l'enfant également vous suit du regard, l'enfant voit comment vous vous comportez avec ses parents, il se dit c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, en qui quand je peux répondre aux questions et je peux également espérer guérir parce qu'il est gentil, parce qu'il parle calmement à mes parents, parce qu'il leur explique ce qui ne va pas quand l'enfant peut parler. Autre cas particulier, étant gynécologue, je ne pouvais pas passer dessus. C'est l'importance de l'accueil de la parturiente, c'est-à-dire précisément de la femme en travail qui arrive déjà dans un état de douleur, hein, dans une salle où elle ne connaît pas toujours la sage-femme ou le médecin qui va la recevoir. Et donc, établir une relation de confiance avec la parturiente et son ou ses accompagnants est vraiment déterminant. Nous disons son accompagnant, ça pourrait être sa maman ou son époux, mais dans notre contexte africain, nous avons de nombreux accompagnants et nous devons tenir compte d'eux.
établir cette relation de confiance ne veut pas dire faire rentrer tout le monde dans la salle, mais l'endroit où nous faisons la première approche, nous devons entrer en contact avec la famille de cette parturiente. Donc, ce sentiment de sécurité que la patiente, la parturiente va ressentir permet de créer un climat très favorable pour le bon déroulement du travail d'accouchement. Ce climat favorable permet aussi aux prestataires de donner des informations sur le déroulement du travail aux parents. Et cela les rassure et permet aussi très souvent de ne pas importuner le personnel à tout moment. Ce n'est pas le cadre ici de parler des soins respectueux, mais nous ne pouvons pas évoquer l'accueil de la parturiente sans parler des soins respectueux. Les soins respectueux, c'est-à-dire des soins qui respectent l'intimité de la patiente, des soins qui lui permettent de s'exprimer, qui lui permettent de dire, de participer à cet accouchement, qui lui permettent de dire réellement ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaiterait avoir. Ce sont des soins qui permettent de communiquer sainement avec la patiente. Nous pouvons continuer. Toujours concernant l'importance de l'accueil, il faut savoir que l'accueil représentant le premier soin, il faut alors professionnaliser cet accueil. Savoir accueillir est une discipline. Il faut avoir cette compétence-là parce que l'accueil répond à une demande. Elle répond à une demande d'information. Le patient et sa famille ont besoin d'avoir les informations sur le mal qui se présente, sur la structure, sur les procédures, sur comment vont se dérouler tout ce temps qui va passer au sein de notre établissement. L'accueil aussi répond à une demande d'orientation. On va revenir sur la diapo précédente. Une demande d'orientation, c'est-à-dire parfois on peut venir consulter dans un service, mais ce n'est pas le service adéquat. Donc, il faut pouvoir orienter le patient. Et ça répond aussi à une demande d'assurance. Le patient a besoin d'être rassuré et rassuré sur son état, mais le cas échéant, il a besoin de l'assurance qui peut avoir recours à d'autres services. On continue. Et pour apporter cet accueil de qualité, il faut avoir, en tant que prestataire de santé, en tant que tout personnel concerné par l'accueil dans un établissement, il faut avoir des capacités personnelles qui concernent l'écoute, qui concernent la patience. Il faut soi-même avoir une certaine maîtrise de soi. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps de réfléchir, ne pas s'emporter devant parfois des réactions qui ne sont pas toujours adaptées des patients. Parce qu'il faut toujours se dire qu'étant donné que le patient souffre, il est en dessous de nous. Donc, c'est à nous d'avoir cette maîtrise-là. Et il faut avoir la capacité du respect de l'autre. Il faut aussi avoir des qualités humaines. Les qualités humaines portent sur la politesse, sur la ponctualité, parce que un bon accueil, ce n'est pas faire attendre des heures et des heures des patients. Même si dans le mot patient, on voit patienter, on va voir comment il faut aménager ces temps-là. Il faut d'abord que le médecin soit là à son poste à l'heure. Il faut avoir des qualités humaines, il faut pouvoir être
il faut avoir une certaine amabilité. Et ce qui est très important, bien sûr, je ne dirais pas que l'habit fait le moine, mais concernant l'accueil, c'est très important. Il faut avoir une tenue respectable, propre et des attitudes correctes. Nous n'allons pas nous tenir devant les malades, les deux mains sur les hanches, ou bien avoir le téléphone en train de téléphoner pendant qu'on a notre patient en face de nous. Nous continuons. Nous allons voir maintenant les différentes formes d'accueil. L'accueil passe par différents canaux. En fonction des structures où nous travaillons, nous n'avons pas peut-être tous les canaux, mais je vais commencer par la dernière forme, l'accueil physique. C'est ce que nous avons la plupart du temps. Cet accueil-là, dans tous les cas, nous pouvons le faire parce que nous sommes confrontés à nos patients. Autre type d'accueil, c'est l'accueil téléphonique. Nos patients appellent parfois pour prendre des rendez-vous, pour être informés, pour s'orienter. Donc, l'accueil téléphonique également doit être de qualité. Et nous avons enfin l'accueil informatique. Nous l'avons peut-être pas dans toutes les structures. Cela se produit souvent dans les structures privées où le patient peut envoyer un mail pour demander un rendez-vous, être orienté. Même dans la manière de répondre aux mails, il faut être aimable, il faut être poli, il faut respecter le patient, répondre aux mails déjà dans le temps, hein, et puis vraiment utiliser les mots qu'il faut pour orienter le patient et le rassurer. Nous allons passer aux différentes étapes de l'accueil dans la prochaine diapo. Donc, concernant ces différentes étapes, nous verrons deux sous-chapitres. D'abord, préparer l'arrivée du patient. Et puis ensuite, nous verrons même comment accueillir le patient. La préparation de l'arrivée du patient concerne la structure même sanitaire. Peut-être que cela ne nous concerne pas directement, mais étant donné que nous travaillons au sein de ce local-là, nous sommes obligés de faire attention, de donner nos inputs, nos remarques lors des réunions avec nos responsables pour vraiment améliorer l'accueil. Et cela est déterminant la préparation de l'arrivée des patients. Il faut avoir un local propre et vraiment qu'il y ait l'hygiène au niveau de ce local-là, qu'il puisse avoir des poubelles pour mettre ce qu'il faut, hein, qu'il puisse avoir, pour permettre le confort des patients, au moins des chaises, des bancs pour que le patient puisse attendre, ne pas être obligé d'être assis par terre ou être dehors. Hein. Concernant le confort du patient, vraiment tout dépend de la structure, mais il faut que cet espace soit bien aéré, si possible climatisé, mais il faut que ce soit bien aéré et propre. Hein. Toujours pour préparer l'arrivée du patient, il faut soi-même, en tant que prestataire, maîtriser le fonctionnement de l'établissement, parce que c'est pas quand le patient arrive qu'on va lui dire non, il faut passer ici d'abord, il faut passer là-bas, il faut retourner prendre votre reçu. Il faut même soi-même maîtriser le fonctionnement de l'établissement. Il faut soi-même savoir quels sont les documents que je dois avoir à ma disposition pour pouvoir hospitaliser un patient ou pour pouvoir orienter un patient ailleurs ou pouvoir donner, marquer le rendez-vous. Ce n'est pas quand le patient sera devant moi que je vais chercher la fiche d'hospitalisation ou la fiche de rendez-vous ou les bulletins pour faire les examens complémentaires. Donc, cette maîtrise du fonctionnement de l'établissement est très importante. Et il faut s'intéresser à l'organisation de la gestion du temps d'attente. Vraiment. C'est vrai que nous recevons beaucoup de patients, mais nous pouvons toujours améliorer le temps d'attente.
n'oublions pas que ce sont des patients, ce sont des personnes qui sont déjà déconcertées, qui souffrent, qui viennent vers vous. Quelque chose de très important que j'ai marqué en rouge, c'est le tri. Parce qu'on peut mettre des numéros, hein, pour suivre vraiment, pour être correct, pour ne pas recevoir des patients qui sont revenus après d'autres. Mais le tri des patients est très important. Donc, il faut avoir un système de tri efficace pour ne pas se retrouver avec des décès au moment de l'accueil. Il faut savoir qu'il y a des patients qu'il faille faire passer avant très rapidement ou bien qu'il faut les voir, il faut les voir en urgence. Donc, toute la procédure d'accueil est très accélérée. On n'est plus dans les procédures habituelles d'accueil. Il faut voir le malade en urgence et l'amener où il faut, ou le prendre en charge très rapidement. Donc, je disais, dans l'organisation de la gestion du temps, vous pouvez donner des numéros de rendez-vous. Et aussi, pour la gestion du temps, il faut pouvoir trouver des occupations pour le patient. Il peut y avoir de la lecture, vous pouvez avoir du matériel audio pour passer des films de sensibilisation, hein, ou autres. D'accord? Donc, après la préparation du patient, nous allons passer maintenant à l'étape comment accueillir le patient. Hein? Nous sommes dans la préparation du patient, bien sûr. Il faut, bien sûr, avant tout, hein, soi-même intégrer dans notre planification le temps pour l'accueil. Hein? L'accueil prend un certain temps. C'est vrai qu'on ne veut pas trop faire attendre le patient, mais nous-mêmes, nous devons intégrer le fait que nous devons planifier le temps d'accueil, hein, dans nos consultations, dans notre pratique des soins. Nous l'avons déjà dit, il faut être soigné et porter une tenue identifiant le nom et la fonction. Le patient doit savoir à qui il a affaire et si ce sont des patients qui sont déjà venus dans notre structure, il faut prendre le temps de prendre connaissance du dossier du patient afin de comparer au moment venu avec les informations que le patient en face de vous va vous restituer. C'est pas quand il sera là que vous allez lui demander, ah, mais la dernière fois, au fait, pourquoi vous étiez là? Non. Vous devez déjà avoir pris connaissance de son dossier. Donc, toujours concernant les différentes étapes de l'accueil, nous allons voir maintenant qu'il faudrait avoir une communication adaptée avec le patient. La communication doit être adaptée, c'est-à-dire il faut pouvoir vous faire comprendre par le patient. Dans le cas échéant, il faut prévoir un membre de la famille comme interprète ou un interprète dans la structure. Il faut prendre en compte la dimension physique, psychologique et sociale du patient. Il faut également respecter ses émotions. Il faut également l'aider à s'exprimer. Tous les patients n'ont pas la même capacité pour s'exprimer. Il y en a qui sont beaucoup plus timides. Il y en a qui ne savent pas exactement quoi dire. Il faut l'amener à s'exprimer. On continue. Donc, pour accueillir ce patient, il faut beaucoup de discrétion parce qu'il faut que le patient soit convaincu que ce qu'il vous dira ne sera pas répété. Donc, il faut avoir cette capacité-là. Il faut être disponible. Il faut donner du temps au patient afin qu'il puisse s'exprimer. Sinon, vous ne pourrez pas effectuer le diagnostic qu'il faut. Nous avons déjà parlé de professionnalisme et bien sûr, il faut être compétent et puis savoir que le patient et vous, il faut qu'il y ait une certaine collaboration. Donc, nous allons accueillir notre patient avec une formule de politesse et un sourire.
Nous allons nous présenter en donnant notre nom et notre fonction, nous l'avons dit. Nous allons nous enquérir et vérifier l'identité du patient et nous allons lui demander de décliner sa date de naissance. S'enquérir et vérifier l'identité du patient peut revenir un peu, c'est très important. Parfois, nous pouvons amener le patient à épeler son nom. D'accord? Donc, on continue. Lorsque nous accueillons le patient, nous allons également récupérer les documents administratifs complets qui sont nécessaires pour les formalités d'hospitalisation. Si le patient a une assurance, il faut pouvoir récupérer tout ça en même temps, hein? Ou alors déléguer un membre de sa famille pour qu'il s'en charge si cette étape-là se fait à un autre niveau, hein? Il faut surtout vérifier le nom de la personne qui s'en charge et noter le nom de la personne à prévenir. Il faut ensuite récupérer, le cas échéant, les documents médicaux. Il y a peut-être parfois des lettres, des courriers adressés par d'autres médecins. Et si on ne prend pas, si on ne s'assure pas de demander, parfois le patient peut oublier de vous en parler, de vous remettre cette lettre de médecin. Même les ordonnances antérieures, il peut aussi avoir des résultats d'examens biologiques et radiologiques qui lui ont déjà été demandés par son médecin traitant. Et il faut vérifier que le nom, l'adresse, si possible, le numéro du téléphone du médecin traitant apparaît sur ces documents. Dans certains pays ou dans certaines structures, il y a déjà des livrets d'accueil confectionnés qui permettent à la fin aux patients de noter sa satisfaction. Donc, il faut ça. Nous pouvons continuer. D'accord? Toujours concernant le recueil de données et d'informations, en fonction des structures, il y a des fiches ou bien il y a des cahiers de malades, des dossiers malades. Bon, tout dépend de l'endroit où nous travaillons. Il faut vraiment personnaliser cet accueil-là en élaborant le recueil des données, hein. Bien sûr, après avoir laissé le patient s'installer, parce que c'est tous ces recueils de données-là qui nous permettent de faire un bon diagnostic, de faire des recherches, des études et même les thèses pour nos jeunes étudiants. Lors de ce premier contact, le personnel doit être attentif au comportement verbal et non verbal. Il faut regarder son patient, il faut voir ses mimiques, la gestuelle du patient, hein. Il faut surtout vérifier la bonne compréhension de toutes les informations en utilisant la reformulation. Il faut répéter, hein, l'information qu'on donne aux patients ou d'autres moyens. On peut parfois faire des petits dessins pour mieux faire comprendre afin de mettre en place des soins adaptés et personnalisés. On continue. Diapo suivante. Diapo suivante. Il faut savoir aussi que certaines patientes verbalisent leurs appréhensions, c'est-à-dire ils vous parlent, ils vous expliquent leurs appréhensions, ils vous posent des questions, mais d'autres ont besoin de beaucoup de temps. Souvent, le premier jour, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à vous. Donc, il faut vraiment tenir compte de ces patients-là et vraiment être attentif. Il faut informer le patient et sa famille du déroulement chronologique des différentes étapes de la prise en charge et donner une explication sur ces étapes. Il faut que le patient et sa famille aient les informations sur ce que vous allez faire. Diapo suivante.
Si ce patient doit être hospitalisé, il faut le faire accompagner si vous êtes indisponible ou l'accompagner vers sa chambre en lui donnant le numéro de sa chambre et éventuellement, s'il a un voisin de chambre, le présenter à son voisin. Il faut aider le patient à s'installer quand on le peut ou donner les consignes. Donc, vous voyez que cet accueil est dynamique et il concerne une équipe. Il faut être à l'écoute du patient et de ses proches, leur apporter des réponses selon les compétences, tenir compte du niveau d'information que le patient a intégré afin de répéter les informations les jours qui suivent et surtout favoriser l'expression de ses éventuelles préoccupations ou inquiétudes. Il faut s'atteler vraiment à ce que le patient manifeste ce qui le préoccupe. Nous continuons. Nous allons aussi insister sur le fait qu'il est important de rassurer et de réconforter le patient et ou sa famille en fonction de leur état d'anxiété. Ceci permet de créer une relation de confiance. Il faut informer le patient et sa famille de la disponibilité de l'équipe soignante et du fonctionnement de celle-ci. Il faut expliquer aux patients qu'il y a une équipe de jour, parfois qu'il y a une équipe de nuit, qu'ils auront toujours quelqu'un qui sera là 24 heures sur 24 où ils pourront appeler, bien sûr, concernant les hospitalisations. Et si c'est possible, s'il y a un numéro de service, remettre le numéro de service à la famille. Diapo suivante. Voilà. Il faut également dire à la fin de la consultation, si c'est un patient externe, il faut lui signifier pourquoi il est important de respecter son rendez-vous que vous allez lui donner. Il faut aussi lui dire de revenir avant si sa pathologie s'aggrave, hein, ou ne s'améliore pas. Il faut le reconduire vers la porte. Ceci permet d'augmenter la satisfaction de l'appel, de l'accueil qu'il a reçu. Et si c'est possible, remettre également le numéro de téléphone du service. Je ne vous demande pas de vous remettre votre numéro de téléphone. C'est votre numéro de téléphone, c'est personnel. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas une obligation. Hein? Diapo suivante. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas être longue parce que je préfère qu'on échange et je voudrais terminer en vous disant, en rappelant que l'accueil est le premier soin et être soigné est un droit pour le patient. L'accueil du malade, c'est surtout organiser l'attente, le confort de ceux qui patientent, c'est-à-dire malades et familles, d'écouter et intégrer la notion de discrétion dans les consultations. Cet accueil de qualité favorisera une relation de confiance, gage de satisfaction et d'adhésion au traitement. Donc, je vous remercie et je reste disposée à l'échange qui, j'espère, va suivre. Docteur Fassinou. Je suis là. Désolée, mon micro était fermé. Donc, voilà, en Merci beaucoup à ce vous. premier échange, je crois que je n'ai pas été très longue et j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger dessus. Merci beaucoup à vous pour cette belle présentation. Comme vous l'avez déjà bien introduit, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Et donc, du coup, si quelqu'un a envie de poser une question, partager une expérience, pourquoi pas faire un commentaire, en tout cas, dit quelque chose par rapport à la thématique d'aujourd'hui, il suffira de lever la main et voilà, vous aurez droit à la
Il n'y a pas de main levée là. Aujourd'hui, là, on va faire tour de table. Je ne sais pas si docteur Daouda aimerait dire quelque chose. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Daouda. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et j'espère le même sur Ça va de mon côté également. vous. D'accord, merci. Et bon, je n'aurai pas grand chose à dire parce que j'ai j'ai fini tard à l'hôpital, donc je n'ai pas pu suivre la formation. Et c'est pratiquement la conclusion que je l'ai trouvée. Donc, merci encore pour la belle présentation qui, comme vous l'avez déjà dit, j'imagine que c'était une présentation intéressante. Et bon, peut-être je vais voir le replay sur YouTube. Merci. Merci beaucoup, docteur Daouda. Il y a docteur Sami Denis Kombou qui a levé la main. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Oui, merci bien, docteur, pour cette brillante présentation. Moi, c'est Kambou Sami Denis, mais c'est pas docteur, infirmier diplômé d'État depuis le Burkina Faso. Et j'ai une préoccupation que d'habitude je pose permanemment, mais qu'on ne trouve pas parfaitement de satisfaction. C'est au vu de l'importance de l'accueil dans nos formations sanitaires. Surtout, on a beaucoup appris encore ce soir avec le docteur. Mais chez nous, c'est le nombre du personnel. Et avec la digitalisation, on a essayé de tout digitaliser avec les registres électroniques de consultation. Et dans nos formations sanitaires, soit c'est une ou deux personnes. Maintenant, on n'a pas le temps, ou bien si j'ai dit, le temps nécessaire pour pouvoir mener l'accueil normalement, bien accueillir le malade, le prendre jusqu'à la fin. Je ne sais pas, en ces genre de situation, bon, ça nous traumatise souvent, quoi. On ne sait pas la conduite à adopter. Merci bien. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas. Docteur Fassino, excusez-moi, vous pouvez reprendre un peu la question pour moi? Je pense que le collègue est en train de poser le problème par rapport au nombre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de patients qui viennent dans le centre hospitalier et ils sont souvent peu de personnel à les recevoir. Et je pense aussi il y a une certaine digitalisation qui fait qui sont aussi en fait concentrés là-dessus. Donc ils sont un peu limités du point de vue, je pense, attention et autres. Je pense bien que c'est ce que Monsieur Denis essayait d'exprimer. Je ne sais pas trop si vous avez mieux compris. Et donc sa préoccupation serait certainement de savoir comment devant un système sanitaire où on a peu de personnel et beaucoup de patients à recevoir, comment quand même dans ce contexte assurer euh, un certain accueil de qualité. Je pense que c'est sa question. Et je vais passer rapidement la parole à Monsieur Modeste Kassiraka. Kassirika, excusez-moi. Merci Oui. de vous présenter. Ok, c'est docteur Modeste Kasereka. Je suis en RDC, précisément au Nord Kivu, dans la ville de Butembo. Alors, j'ai une préoccupation, ça concerne est-ce que les membres des services de sécurité qui se trouvent à l'hôpital font-ils partie des membres de l'accueil, puisqu'on a cité dans les membres de l'accueil les aides-soignants,
les médecins et tout ce qui se trouve à l'hôpital. Alors, est-ce que maintenant, les membres de ces services de sécurité-là font-ils partie des membres de l'accueil? Puisque l'accueil aussi peut commencer par ces services-là de sécurité qui se trouvent surtout à la porte de l'hôpital. Dans la deuxième préoccupation, ça concerne les temps, avec la durée avec laquelle on peut passer la consultation. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'accueil? Est-ce que ça peut influencer l'accueil du malade? Voilà au moins mes deux petites préoccupations. Je réponds au nom de Modeste Kasereka. Je suis à Butembo, dans la province du Nord Kivu, précisément la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, docteur Modeste. Je vais laisser rapidement la parole à docteur Iliane. D'accord, merci. Merci beaucoup, docteur Fassinou. Docteur Samy, vraiment, votre préoccupation m'interpelle parce que c'est ce qu'on vit pratiquement dans les structures sanitaires, surtout à l'intérieur du pays où il y a il y a beaucoup moins de médecins qu'en ville. Et c'est ça le problème qui se pose, ça se pose surtout dans la préparation de l'accueil. Bien sûr, à l'impossible, nul n'est tenu, mais il est de notre devoir de faire au mieux. Donc, je pense que nous devons mettre l'accent plutôt dans la préparation de l'accueil. Si nous avons la chance de pouvoir travailler en équipe, c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais si nous avons la chance de pouvoir travailler en équipe et l'accueil, ça comprend, comme j'ai dit, le confort, la propreté, l'hygiène. Comment peut-être donner des petits numéros, des tickets pour que ça se passe vite, que ces tickets soient prêts la veille. Comment, quand il y a des urgences qui arrivent, faire le tri et occuper les patients pendant l'attente, je pense que ça va beaucoup nous aider à faire patienter nos patients, à faire patienter nos patients dans des conditions humaines. Parce que vous voyez que parfois, les patients sont assis par terre, ils sont debout toute une journée. Ils arrivent à 6 heures du matin pour être reçus parfois à 16 heures. Comment améliorer ces rendez-vous? Comment les sensibiliser même pour qu'ils acceptent de prendre des rendez-vous? C'est surtout ça. Sinon, franchement, je vous comprends, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je l'ai dit en introduction, c'est souvent parfois aussi la charge de travail qui nous amène à ne pas prendre assez de temps. Mais il faut qu'on puisse intégrer la notion, le fait que l'accueil, c'est le premier soin. L'accueil, c'est notre parapluie. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure relation et ça va nous permettre de mieux gérer les problèmes et les complications qui vont survenir demain. Je pense qu'il faut le prendre comme ça et surtout essayer de préparer cet accueil afin de pouvoir donner le mieux de vous-même. Sinon, ce que vous dites, c'est une véritable réalité. Je ne sais pas si Docteur Samy je ne peux pas dire satisfait, mais s'il adhère un peu à ma pensée. Docteur Samy? Il a dit qu'il était Monsieur Semi et Ah, qu'il monsieur. D'accord. il était infirmier. Ah, d'accord. Monsieur Semi, mais je pense que le fait qu'il soit Ah, infirmier, c'est Sami Denis. Ouais, Sami Denis. il est vraiment il est vraiment au cœur même, parce que c'est la cheville ouvrière, donc il est vraiment au cœur même de l'accueil. Et je pense que, Monsieur Semi, vos patients qui sont bien accueillis doivent vous faire le retour, je crois bien.
Oui, docteur, je suis satisfait. Vraiment, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. C'est vrai, c'est un véritable sacerdoce, ce travail de la santé. Docteur Kasereka, du Nord Kivu, ça fait plaisir de savoir que cette plateforme est si riche. Félicitations, docteur Fassinou. Vous avez demandé si le gardien fait partie de l'équipe d'accueil. Oui, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en contact avec les patients que nous recevons font partie de cette équipe d'accueil qui doit être dynamique. Parce que le simple fait, en franchissant le portail de la structure, de dire bonjour à un patient et de l'orienter, c'est de l'accueil. Et c'est du bon accueil. Bonjour avec un sourire, vous voulez aller dans un service, c'est de l'accueil. Parce que c'est la personne qui rencontre. En général, les patients s'adressent aux personnes qui rencontrent. Donc, je suis persuadée que le gardien fait partie également de l'équipe d'accueil. Et combien de temps mettre pour l'accueil, je ne saurais vous le dire, parce que chaque patient est particulier. Chaque situation est particulière. Vous pouvez aller très vite avec quelqu'un qui comprend ce que vous dites, avec qui vous parlez la même langue, avec qui a un certain niveau d'instruction, mais même le niveau d'instruction, je vais mettre en guillemets parce que parfois, ça peut se révéler même plus difficile, même une barrière, et mettre beaucoup plus de temps avec quelqu'un qui est très angoissé ou bien quelqu'un qui est réfractaire, même à l'hôpital, qui est peut-être parfois amené de force par les parents. Donc, le temps, c'est à nous, prestataires, de de nous organiser pour pouvoir travailler. Il faut faire un bon accueil, il faut faire la prise en charge clinique, mais nous savons que sans cet accueil, les choses ne vont pas être facilitées. Donc, il n'y a pas un temps précis. On gagne du temps sur un patient et on met un peu plus de temps sur un autre. C'est un peu ça. Bon, merci beaucoup. Je suis satisfait de votre réponse. Mais le paradoxe chez nous ici, c'est que les services de gardiennage, quelquefois les malades opèrent de ces services. Chez nous, peut-être suite à la sécurité, puisque quand on met un service de gardiennage à l'hôpital, beaucoup de malades, beaucoup de patients ne fréquentent plus la structure. Peut-être chez vous, là, ça passe facilement, mais chez nous ici, à cause de la sécurité, il y a peu de fréquentation quand un service de gardiennage est mis à la disposition de l'hôpital. Alors, j'aurais besoin aussi de ces fichiers-là, si c'est possible, pour que je puisse peut-être aussi l'exploiter. Merci beaucoup. Merci, docteur Kasereka, pour la disponibilité du fichier. Vraiment, c'est une plateforme d'échange. Docteur Fassinou est responsable de cette gestion. Donc, je pense qu'elle va vous donner la réponse qu'il faut. Bien sûr que le fichier sera disponible à tout le monde. Donc, ce sera disponible sur l'interface avec l'enregistrement vidéo qu'on aurait fait, en tout cas, de la séance d'aujourd'hui. Donc, vous l'aurez gratuitement sur notre interface. Il y a une question dans la messagerie. Je suis Charles Ando, 7e année de médecine générale à l'Université de Parakou au Bénin. J'aimerais savoir comment procéder si, malgré les efforts pour installer une relation de confiance, le patient n'arrive pas à s'ouvrir pour faciliter la prise en charge. Faut-il différer sa réception et recevoir d'autres d'abord, ou comment procéder pour gagner du temps pour satisfaire les patients en attente? Merci d'avance. Et il y a une deuxième question, si vous me le permettez. Bien sûr. OK. Merci pour cette présentation. Je suis pharmacien Lionel Donchiang. J'espère que j'ai bien prononcé. Comment optimiser l'accueil du patient client en pharmacie de ville? Je pense que c'est ces deux questions qu'il y a dans la messagerie. D'accord. Donc, je vais répondre à la préoccupation de M. Ando. Hein. Comment
procéder pour gagner du temps pour satisfaire les patients en attente? Et quand le patient n'arrive pas à s'ouvrir pour faciliter la prise en charge, est-ce qu'il faut différer sa réception? Je vais répondre à cette question d'abord. Lorsque le patient n'arrive pas à s'ouvrir pour faciliter la prise en charge, vraiment, je pense qu'il ne faille vraiment pas différer sa réception parce que ce patient-là risque de ne plus revenir et puis s'exposer à des complications. C'est pour ça que nous avons insisté sur le fait, nous avons toujours marqué les compétences. On peut ne pas arriver, on peut ne pas aboutir à quelque chose, mais on peut demander de l'aide. Parfois, le médecin peut ne pas pouvoir, peut ne pas pouvoir arriver à faire ouvrir un patient, mais l'infirmière qui est à côté pourrait le faire, ou bien on peut passer par un membre de la famille. Comme on nous a dit, l'accueil, c'est une dynamique, c'est un travail d'équipe. Donc, on peut se faire aider. Il n'y a vraiment pas de problème, à moins que ce ne soit vraiment pas une urgence, mais différer la réception des patients, il faut vraiment éviter parce qu'ils risquent de ne pas recevoir et puis que la pathologie s'aggrave. Comment procéder pour gagner du temps? Pour satisfaire le client, comment procéder pour gagner du temps? Je pense qu'il faille mettre l'accent sur l'écoute. Hein, il faut être très attentif, hein, pour savoir comment interrompre le client sans le frustrer et puis aller à l'essentiel. Il faut pouvoir parfois interrompre son client poliment, reprendre la formulation des questions pour aller à l'essentiel. Parce qu'il y a des clients qui, comme on dit en guillemets, qui s'expriment, qui parlent beaucoup. Hein, il faut vraiment avoir un cadre. Il faut pouvoir interrompre son client. Tout se fait dans la politesse, avec amabilité. Et vous pouvez faire comprendre également qu'il y a d'autres patients qui attendent et que vraiment vous allez revenir sur cette discussion au prochain rendez-vous de façon très aimable. Vous pouvez revenir sur les discussions. Voilà, docteur Fassinou, c'est ce que je voulais donner. Peut-être que quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter. Je pense qu'ils ont dit merci beaucoup, docteur. J'ai vu merci, mais j'ai pas encore le retour de Monsieur Andou Dossachal et le retour de Monsieur Béchilionnet. Ok, je pense Monsieur Chal a dit merci beaucoup, je suis satisfait. C'est par rapport à la question sur la gestion des patients, par rapport à l'accueil patient-client, j'ai pas encore de retour. Je pense que docteur Kassirika a levé encore la main. Je sais pas si c'est une ancienne main ou si c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. D'accord, docteur Modeste, allez-y. J'aimerais ajouter un autre élément très important, peut-être qu'on n'a pas souligné, c'est les choix du malade, de son médecin ou de son infirmier traitant. Ça fait partie aussi c'est un élément important dans l'accueil du patient. Si vous donnez, si vous amenez un malade, un patient vers un médecin qui n'est pas de son choix, moi je pense aussi que l'accueil, dans ces conditions-là, l'accueil n'a pas été bien assuré. Voilà au moins l'élément que j'aimerais ajouter sur ce dossier-là, de l'accueil. Oui, docteur Kassereke, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Il faut permettre aux patients et à son accompagnant ou à sa famille, s'il ne peut pas s'exprimer, de pouvoir faire le choix de son patient. Et là, on est souvent confronté aux patients qui voudraient, surtout quand il s'agit de la gynéco,
qui préfèrent avoir une femme en consultation plutôt qu'un homme, ou bien tel médecin dont elle a entendu parler. Et quand ce choix n'est pas possible, toujours avec une grande politesse, Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends plus docteur Eliane. Kasereka, vraiment pour vos inputs. Docteur, il y a Monsieur Yassine qui a levé la main. Je pense qu'on va lui donner la parole. Oui, Monsieur Simala, c'est ça? Voilà. Exactement. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Yacine Simala. Bon, je suis infirmier diplômé d'État en master deuxième année anesthésie et réanimation. Nous savons bien que le contexte d'accueil, c'est plus important que tout ça. Comme l'a dit le docteur, c'est le premier maillon dans la prise en charge du patient. Étant dans le contexte d'urgence, surtout nous, bon, je viens d'entamer l'anesthésie et la réanimation, nous sommes toujours au bloc et des fois nous recevons des urgences. Est-ce que, bon, étant donné le contexte d'urgence, comment pourrait se faire cet accueil? Parce que là, nous avons souvent, comme en gynéco par exemple, la vue de deux patients dans nos mains et ça urge. Faut-il rester à expliquer, voilà, on va faire ci, comme ça, ou bien comment faut-il faire? Et bon, selon moi, avec tout ça, il faudrait qu'on mette en place un processus avec l'équipe qui est là pour pouvoir prendre ces dispositions afin de pouvoir informer le patient parce que ça expose le personnel qui est au bloc ou bien qui est en train de prendre le patient en charge à des poursuites suite à du manque d'informations ou bien des informations données tardivement. Bon, merci beaucoup. C'était la question et c'est ce que je voulais dire. Merci. Je ne Oui, sais pas merci. si le docteur Eliane a perçu la question de Monsieur Oui, Yassine. oui, j'ai bien perçu. Euh, D'accord. je- Il il y y a a Monsieur une... Michel qui est là. Docteur Oui, Michel, on va d'accord, lui donner rapidement la parole. d'accord. Docteur Michel, vous avez la parole. Docteur Michel Pemba, vous avez la parole. Votre micro est fermé, en fait. Ok. Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Ok. Je vais peut-être m'excuser puisque je me suis connecté en retard. Je n'ai pas pratiquement suivi les échanges, mais quand même les sujets, l'intitulé m'intéresse beaucoup. Et là, je voudrais pratiquement intervenir sur, bon, en fait, poser une question sur certains de problèmes que nous connaissons, que nous subissons pendant les séances de consultation. Et nous sommes dans des milieux où vous travaillez, par exemple, pour un privé et que le bailleur, par exemple, le boss ou le patron ne veut vraiment pas engager assez de médecins pour permettre à ce que vous puissiez mieux faire le travail. Et de là, vous êtes parfois stressé vu le travail que vous menez, tout ça. Mais maintenant, vous vous retrouvez face à un malade qui est pratiquement exigeant, qui veut que vous puissiez vraiment le dorloter, tout ça, tout ça. Alors, je me dis, déjà, vous êtes stressé, vu le travail qu'il y a, alors il ne vous permet pas assez de travailler. Comment se comporter face à ce genre de personnes? Voilà un peu ma préoccupation. Je ne sais pas si on avait déjà répondu à une question pareille. Voilà, merci beaucoup. De rien, docteur Pemba, mais vous ne vous êtes pas présenté. Je suis docteur Michel Pemba depuis la République démocratique du Congo, et précisément à Kisangani. D'accord, merci beaucoup, docteur Pemba. Docteur Eliane, vous avez la parole pour répondre aux Oui, différentes questions. oui, concernant la préoccupation de Monsieur Simala, en cas d'urgence, on en a parlé tout à l'heure, en cas d'urgence, on est obligé de sauver la vie du patient que nous avons. Donc, nous ne pouvons pas suivre les mêmes procédures d'accueil, hein. Nous ne pouvons pas perdre une minute. Donc, nous pouvons rattraper cet accueil-là après en informant la famille,
Parfois, en cas d'urgence, on a besoin de recevoir, d'informer rapidement un parent pour nécessité à faire, mais les cas d'urgence sortent du concept de l'accueil classique, vraiment. C'est une histoire de vie à sauver, c'est autre chose, vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais dire à M. Simala. Et concernant la préoccupation de Dr Pemba, euh, bon, docteur Pemba, c'est vrai que vous n'êtes pas connecté assez tôt, mais on a insisté sur les capacités et les compétences que doit avoir le médecin, c'est-à-dire le médecin doit avoir une maîtrise de soi parce qu'il en face de lui un malade, donc quelqu'un qui est diminué. Donc, c'est au médecin de se mettre au-dessus de cette situation. Et effectivement, il y a des réalités. Il y a le stress, il y a le travail, hein, la charge du travail. Et je pense que euh, pour ne pas avoir à faire un mauvais accueil, on peut, si on a la chance de travailler en équipe, on peut se décharger sur un collègue qui va temporairement essayer de recadrer la situation pour vous alléger la tâche, vous permettre de travailler et de reprendre le dessus. Je pense qu'on est des êtres humains. On peut avoir des moments où on n'arrive pas, on peut craquer aussi. Donc, je pense que la meilleure solution, parce que s'il y a un problème et qu'on se retrouve devant les hôpitaux, parce que l'accueil, c'est le premier soin et c'est le droit du patient, nous serons perdants. Donc, comme je l'ai dit au début, l'accueil, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Parfois, sur le plan médical pur, on fait appel à des collègues. Donc, dans le cadre de l'accueil, c'est un soin. Donc, on peut adopter la même attitude, je crois bien, afin que ce genre de patient, comme vous dites, soit parfois ce genre de patient-là, à la fin, nous arrivons à les contrôler, à les comprendre, hein, en mettant l'accent sur l'écoute et vraiment en les écoutant, en les regardant, en voyant où ils peuvent nous amener ou pas. Docteur Pemba, je ne sais pas si vous avez un peu de satisfaction dans la réponse. Ok, merci beaucoup. Je vous ai bien suivi. C'est question de nous remonter un peu la morale des fois. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans des milieux, parfois, nous travaillons en nombre réduit. Cela n'est pas facile, mais l'important, comme vous l'avez dit, c'est de nous surmonter un peu, d'avoir des compétences, hein. C'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Docteur. Bien. Merci beaucoup à vous, docteur Pemba. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'aurais une seule et unique question à docteur Eliane. Qu'est-ce que vous auriez vraiment aimé que nous puissions garder de la séance de ce soir? S'il y a un seul message que nous devons retenir, quel serait ce message? Docteur Fassi, mon message, c'est de savoir que l'accueil, Et t'as travaillé une fois. mon message, c'est de savoir que l'accueil, c'est le premier soin. Donc, c'est le droit du client. Vraiment qu'on puisse retenir ça, c'est le droit du client. Le médecin a le devoir d'arriver à une maîtrise de soi afin de fournir ce soin. Mais nous sommes des êtres humains, donc si nous sentons que nous n'arrivons pas, il faut le considérer comme un soin et puis se faire aider. Vraiment, c'est mon message. Merci beaucoup. Je suis là.
Merci beaucoup à vous pour ce beau message. On n'a malheureusement pas eu la chance de voir votre visage tout au long de Ah, de la mais je vais, bon, présentation. c'était pour la qualité de l'Internet, mais là, je vais le faire. Je ne sais pas si c'est Voilà. bon, hein. Voilà. Oui, on Voilà, vous maintenant voit qu'on bien a maintenant. fini. Donc, Mais merci beaucoup. Et je passe également par ce canal pour annoncer que le prochain webinaire sera pour le samedi prochain et on parlera de la planification familiale avec vous une fois encore. Donc, je nous invite à être très nombreux pour suivre cette présentation du samedi sur la planification familiale et ça sera à 9h GMT. Je profite également pour vous dire que vous pourrez vous rendre sur notre interface Schema Learning afin de pouvoir avoir l'enregistrement du cours d'aujourd'hui, également la présentation de la communicatrice. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci vraiment pour votre présence. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus du Togo, d'autres de chez moi, le Bénin, d'autres du Congo et bien d'autres. Merci vraiment pour la présence de tous. Il y a Dr Michel qui a levé la main. Je ne sais pas s'il aimerait dire quelque chose. Oui, oui. Docteur Pascaline, c'est juste par rapport à ce que vous venez d'annoncer pour la séance prochaine, hein. Je pense qu'on Oui, aura notre intervenant d'aujourd'hui qui va également animer la séance, je pense. exactement. Mais elle va nous parler d'une autre thématique qui est la planification familiale. Voilà pourquoi c'est dans ce sens-là que, puisque c'est pratiquement un sujet qui est à la I, j'aurais besoin que si la dame va, si elle a de sites, des liens, des organisations qui prennent en charge, surtout qui offrent ces services-là, en fait, sur les plans national et international, qui puisse également partager pendant sa présentation. Ça sera pratiquement mieux puisque nous sommes dans des endroits où il y a parfois des difficultés d'accès à ces services-là ou encore des distorsions dans l'approvisionnement. Et si on peut utiliser, s'il y a un moyen de faire également, d'amener ou d'être en contact avec en termes d'organisation, ou d'organismes qui offrent ces services-là, ça serait également mieux après le briefing ou la séance de partage. D'accord. Je pense bien que votre recommandation et votre demande a été bien entendue et compris par Dr. Eliane. oui, oui, Et vraiment, il n'y a je aucun suis sûre. problème. Aucun problème. Voilà. Voilà. Merci Donc, merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous, docteur Pemba. Merci à mon collègue Rosario qui a déjà partagé avec vous la procédure d'obtention de l'attestation de ce jour. C'est toujours la même procédure. Il suffit d'aller sur notre interface Schema Learning, de pouvoir cliquer justement sur la séance d'aujourd'hui et de répondre à la question, à un petit questionnaire qui parle de la séance d'aujourd'hui, sur l'important, ce qui est important à garder de la séance. Et donc, justement, peu de temps après, vous aurez droit au replay. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger l'application REMA sur Play Store ou encore App Store. Et vous pouvez justement l'utiliser pour communiquer avec d'autres confrères de la sous-région. Je vous remercie. Merci vraiment à Dr. Eliane pour sa disponibilité et pour tout ce qu'elle a partagé avec nous. Merci également à vous qui êtes venus suivre justement cette séance de ce soir. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt, à samedi prochain pour le prochain cours. Ok, Merci merci, beaucoup. docteur. Oui, merci beaucoup. Au revoir.